Bonjour à tous, c'est Overlord et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui va consister à essayer de rendre utilisable un ancien ordinateur bureautique sous Windows XP pour des besoins modernes. Pour cela j'ai utilisé la distribution Q4OS basée sur Debian et on va voir ensemble si l'ordinateur arrive à faire tourner cette distribution correctement. Sur ce, je vous laisse sur quelques plans d'introduction. Donc comme on peut le voir, c'est un ordinateur très compact, purement destiné à la bureautique, qui pouvait être mis à la verticale comme à l'horizontale. Ce genre d'ordinateur de bureautique typique des années 2000 était très pratique car il ne prenait pas beaucoup de place. Cependant, dû à sa construction particulière et à des pièces propriétaires, réparer ce genre d'ordinateur pouvait s'avérer parfois compliqué. Pour cette vidéo, je passerai outre la partie nettoyage pour passer directement à la partie présentation du hardware. C'est donc parti pour brancher tous les périphériques et allumer l'ordinateur. A l'intérieur de cette machine de guerre, nous avons un chipset graphique SIS 651 avec 32 Go de RAM, avec Windows XP Service Pack 2 Titanium Edition, avec un Pentium 4 cadencé à 2,4 GHz ainsi que 1 Go de RAM. Pour télécharger notre futur système d'exploitation, il suffit de taper sur internet Q4OS et d'aller sur le site du développeur. Ensuite, il suffit de télécharger la version 32 bits install CD sous l'environnement de bureau Trinity. Ensuite, pour graver la distribution sur CD, je télécharge CD Burner XP dans sa dernière version et en français. C'est un logiciel assez simple, mais je n'ai jamais rencontré aucun problème avec ce logiciel depuis que je l'utilise. Après avoir gravé l'image ISO, j'installe un lecteur CD DVD en app IDE, puis j'ai démarre l'ordinateur afin d'insérer le CD d'installation préalablement gravé. Une fois le disque inséré, je m'assure du bon ordre de boot. L'ordinateur détecte bien le disque d'installation. Je rentre donc mes différents paramètres de langue. On va faire simple, on va faire une installation en français. L'ordinateur détecte les différents matériels installés et me demande ensuite de rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et finalement, il me demande de choisir le disque d'installation. Je ne vais pas me prendre la tête et je choisis d'utiliser le disque entier. L'installation se déroule sans accroc et j'arrive après un redémarrage sur l'écran de login. Dans un premier temps, je vais personnaliser un petit peu le bureau et lancer la commande htop qui va me permettre en temps réel de regarder la consommation RAM et ainsi que l'utilisation du CPU sur la distribution. Dans un premier temps, j'effectue un test de navigation très basique, je navigue dans les menus, ouvre des dossiers. L'ordinateur ne rencontre pas de problème malgré certains pics d'utilisation CPU. Les fenêtres sont fluides et les dossiers s'ouvrent relativement rapidement. Donc ça commence bien. Je lance maintenant Mozilla Thunderbird qui est une application permettant d'envoyer et de recevoir des mails, et on peut déjà constater que l'ordinateur a beaucoup de mal à ouvrir l'application. Il est assez difficile d'ouvrir des mails, notamment ceux comportant une pièce jointe, et le scrolling est vraiment laborieux. Lorsque j'écris un mail, il y a également un temps de latence entre le moment où j'appuie sur la touche du clavier et au moment où le caractère s'affiche. Le mail a au moins le mérite de s'envoyer sans problème. Je lance ensuite une navigation internet via le navigateur Palmoon. Je mets volontairement de côté Firefox car celui-ci est beaucoup trop lourd et l'ordinateur a énormément de mal à le lancer. Donc on peut voir que sur Facebook c'est assez laborieux, les images ont un temps de latence avant de s'afficher, le scrolling est encore une fois très délicat, mais avec beaucoup de patience il reste tout de même possible de naviguer sur le site. Dans un deuxième temps, je lance une simple recherche d'images. Les images en miniature s'affichent relativement rapidement, cependant lorsqu'on veut cliquer sur une image en particulier, cela devient beaucoup plus délicat car l'ordinateur a beaucoup de mal à afficher l'image en taille réelle. J'ai même eu un rapport de non-réponse de la part de navigateur. Je voulais aussi tester ChatGPT mais malheureusement le site me dit que les serveurs sont saturés. Je lance ensuite une recherche biographique du meilleur artiste de tous les temps, Francky Vincent. La navigation sur Wikipédia se fait sans trop de difficultés, bien que le scrolling soit toujours un peu laborieux. Cependant, charger une vidéo YouTube devient un véritable calvaire. Bien que connecté à la fibre, l'ordinateur met énormément de temps à charger la vidéo, et il est impossible de la lire à une résolution supérieure à 240p. Je voulais également tester le navigateur Falcon, que je ne connais pas du tout. Malheureusement, après 1 minute 30 de chargement, j'ai abandonné l'idée. Pour la partie multimédia, j'ai d'abord testé le lecteur de CD audio. Dans un premier temps, j'ai cru que cela ne marchait pas. Il fallait en fait indiquer à VLC le type de média qu'on le souhaitait lire, ainsi que son emplacement précis. Et après cela, la lecture s'effectue sans souci.
J'ai par la suite testé Simple Screen Recorder, qui, comme son nom l'indique, est un simple logiciel d'enregistrement vidéo. Cependant, à une résolution de 1280 par 1024, l'ordinateur est incapable d'enregistrer le nombre d'images cibles de 30 images par seconde. On peut constater à l'enregistrement et à la lecture du fichier audio que celui-ci atteint à peine les 4-5 images par seconde si ce n'est moins. Cela peut rester utilisable dans une certaine mesure pour capturer par exemple un message d'erreur qui s'afficherait sur le bureau pour pouvoir le poster sur un forum, et encore la lisibilité risque d'être fortement compromise. J'ai ensuite utilisé le logiciel de retouche image GIMP, donc dans sa version 2.10 qui est une version assez ancienne. Celui-ci fonctionne sans trop de soucis avec une image basse résolution, mais lorsqu'on commence à appliquer des retouches un petit peu plus avancées, l'ordinateur montre vite ses limites et la fluidité en prend un coup. Mais le logiciel reste assez utilisable pour faire des traitements assez simples et faire des super miniatures bien putaclic. J'ai ensuite testé le logiciel d'enregistrement vocal Audacity. Bonjour, c'est Overlord et aujourd'hui je fais une vidéo sur un ordi de merde, passez une bonne journée, au revoir. Avec lequel j'enregistre ma voix depuis le début de la partie multimédia avec le dit ordinateur. Et pour le coup ça fonctionne plutôt bien, l'ordinateur ne montre pas de signes de faiblesse et l'enregistrement se fait de manière fluide. N'utilisant pas habituellement ce logiciel pour l'enregistrement des voix off, je ne pourrais pas pousser plus loin le test, mais cependant pour l'utilisation que j'en fais actuellement, celui-ci me semble plutôt fluide. Maintenant je réenregistre avec Adobe Audition mes paramètres habituels, et c'est parti pour tester LibreOffice. Donc dans un premier temps je lance l'éditeur de texte, on peut voir que les caractères s'affichent immédiatement après avoir appuyé sur la touche, et l'édition de texte sont parfaitement possibles avec cet ordinateur. Cependant sur LibreOffice Draw cela devient plus compliqué. Créer des objets graphiques et les bouger sur le calque devient assez périlleux. En effet comme on peut voir, il y a beaucoup de saccades et c'est vraiment très peu fluide, et notamment lors de la création d'objets en 3D sur LibreOffice Draw, où on peut clairement constater une certaine latence et un manque de fluidité flagrant. Je soupçonne que ce problème résulte du manque de gestion du shader model 3. C'est notamment la raison pour laquelle la migration vers Windows Vista était très compliquée à l'époque, car beaucoup de chipsets graphiques ne géraient pas en hardware le shader model 3 et devaient passer par des drivers pour l'émuler, ce qui avait pour conséquence des performances catastrophiques sur l'environnement aéro de Windows Vista. Pour finaliser cette batterie de test, je vais terminer par les performances en jeu vidéo. Un des rares jeux disponibles sur le store s'appelle K-Bounce, un jeu où j'ai absolument rien compris à ce qu'il fallait faire, mais tout ce que je constate c'est que c'est un petit jeu flash en 2D avec un système de billes rebondissantes et l'ordinateur n'a aucun mal à le faire tourner. Par la suite j'ai installé un logiciel qui s'appelle J'ai compris, qui est un logiciel regroupant plein de mini-jeux éducatifs pour enfants. On peut constater que la fluidité n'est pas du tout au rendez-vous. Bien que cela soit jouable, il n'est pas très plaisant de jouer dans de pareilles conditions, et je pense que même un jeune enfant pourrait s'en rendre compte et cela pourrait être un frein à son amusement. Cependant on peut constater que j'ai un QI extrêmement élevé et que j'ai réussi à déplacer toutes les voitures. J'installe également un dernier jeu, donc 2048, qui tourne sur cet ordinateur, et je voulais juste faire un aparté sur le logiciel de gestion de paquets, qui comme vous pouvez le constater ressemble beaucoup à un installateur Windows XP. En tout cas 2048 tourne parfaitement bien, et ce malgré mes skills proches d'une souche d'arbre. Comme vous avez pu le constater, il est tout de même assez difficile de remettre au goût du jour un ordinateur aussi vieux. Même avec une distribution très légère, les codes de programmation, les encodages vidéo ont beaucoup évolué. Le manque de mémoire vidéo et de certaines instructions rend très difficile la tâche de naviguer ne serait-ce que sur internet. On a tout de même pu constater que pour de la bureautique pure et simple, l'ordinateur est tout à fait capable. Il peut faire du traitement de texte, lire des fichiers audio, et peut s'avérer être un bon moyen de se focaliser sur son travail, notamment lors de la mise au propre de notes prises en cours ou bien lors de l'écriture d'un livre, puisque ce dernier ne peut pas faire office de plateforme de divertissement multimédia dû à ses nombreuses limitations. On peut constater que sur les tâches plus graphiques, l'ordinateur a beaucoup de mal, mais je pense que cela est dû en partie à son chipset graphique intégré à la carte mère. Malheureusement, je n'ai plus de carte AGP sous la main, car j'aurais bien aimé en intégrer une au boîtier pour voir si les performances évoluent. Peut-être qu'alors l'ordinateur aura plus de facilité à gérer l'aspect multimédia. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo, car je pense que celle-ci a pu mettre en avant le fait que certains vieux ordinateurs peuvent toujours être utilisables de nos jours, tant que vous ménagez certaines de vos attentes et que vous savez un petit peu bidouiller à droite à gauche. Dès lors que j'aurai une carte vidéo AGP correcte sous la main, je tournerai alors la partie 2 de cette vidéo, et nous pourrons voir ensemble si les performances de cet ordinateur ont évolué. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et bisous.